Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Louis Debouzy, qui a été fondateur d'Amabilis, qui est surtout l'animateur d'un podcast que j'adore qui s'appelle Cut the Crap et fondateur de l'Exit Club. Bonjour, comment ça va? Salut Armelle, ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Alors Louis, qu'est-ce qui, dans ton enfance, ont pu être des signes un peu précurseurs de ce qu'a été ta carrière pour la suite? Ouais, on en parlait, du coup, moi j'ai un handicap depuis l'âge de 8 ans et je crois que le handicap peut parfois nourrir un caractère d'entrepreneur ou en tout cas un caractère entrepreneurial, puisque effectivement quand tu peux pas ouvrir une porte ou te servir un verre d'eau, tu dois trouver des solutions alternatives et donc surélever la bouteille d'une certaine façon avec une pile de livres, te positionner d'une certaine façon pour ouvrir la porte, etc. Et donc finalement, voilà, c'est trouver une solution à un problème donné. Et c'est un peu la définition de l'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes de la création de ta première boîte? Ouais, il y a eu on va dire une préphase de lancement, où je pense que pendant 6 mois, 1 an, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais plusieurs projets, j'avais plusieurs idées d'entreprise, pas du tout dans le même domaine. Je dirais qu'il y a peut-être 6 mois de réflexion, puis de rédaction. Si on est en 2014, donc à l'époque, on n'est pas du tout dans le délire de la start-up avec l'idée qu'il faut aller vite, se confronter au marché, itérer, etc. À l'époque, on est quand même vachement beaucoup, même si à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir Oussama Hamar, qui était prof à Sciences Po. C'était un atelier pas du tout obligatoire, il y avait très peu de gens qui le prenaient, mais peu importe ce qui s'est passé après, en tout cas à l'époque, c'était quelqu'un qui était c'était très nouveau, quoi. C'était très nouveau et à cette époque-là, on nous demandait de faire, et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, un business plan, tu vois, de 80 pages, avec une étude de marché très poussée. Et donc, j'avais fait ce devoir-là. Et donc voilà, c'était un peu la préface de lancement. Puis après, t'as le lancement. Donc moi, c'était en janvier 2015 et je m'étais fixé 6 mois, tu vois, pour trouver un premier client. J'en ai eu un au 1er mars 2015, au bout de 3 mois, tu vois. Donc j'étais content et donc voilà, c'était un peu si tu veux, le moment le plus magique, j'ai envie de dire, parce que bon, moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, hormis un avocat, un oncle avocat brillant qui avait créé un cabinet qui existe toujours et qui fonctionne très bien, mais sinon à part Olivier, tu vois, puis Olivier à l'époque, bon, il est décédé en 2010, donc tu vois, j'étais jeune, j'étais pas du tout encore, je pensais à l'entrepreneuriat, etc., mais c'était quand même assez loin, tu vois. Autrement dit, je parlais pas avec lui de business, de création, de début, enfin, tu vois. Donc ouais, c'était assez magique d'avoir son premier client. Tu vois, du jour au lendemain, t'as un mec qui t'appelle. Ouais, j'ai vu votre flyer, j'étais le pharmacien. Voilà un peu les 2 phases, en tout cas, moi, qui m'ont marqué. Après, ouais, si je réfléchis avec toi, il y a peut-être 3-4 grandes phases, tu vois. Il y a la préparation, il y a le premier client, il y a le premier salarié, premier collaborateur, la première agence, la deuxième, la troisième, la quatrième, enfin, et puis ensuite, il y a la structuration, puis la vente, tu vois. J'ai pas documenté le truc, donc je veux pas être
tu vois, imprécis ou quoi, mais ouais, il y a plein de phases, mais bon, voilà, c'est un peu les 2 phases que je retiendrai, c'est vraiment ce travail de préparatoire et puis ce premier client. Alors, est-ce que tu peux présenter peut-être les services de l'entreprise pour que tout le monde puisse comprendre? Bah voilà, on faisait, nous, on était un prestataire d'auxiliaire de vie à domicile. Donc on faisait principalement 2 types de services, ce qu'on appelle les services de nursing. Donc c'est tout ce qui est toilette, habillage, transfert, et ensuite des prestations de confort. Donc c'est les courses, les repas, l'assistance administrative, enfin tu vois. Ok. Quelles sont les plus grosses galères que tu as rencontrées dans la phase de développement de l'entreprise? D'un point de vue quoi, commercial, salarié ou structuration? Les 3. Toutes les galères. Raconte-nous la vraie vie d'entrepreneur. Moi j'avais une vision un peu boomer, peut-être certains diront, de l'entrepreneuriat. Donc moi j'étais un peu en mode à l'ancienne, François Pinault, Bernard Tapie, le businessman avec la cravate, le jet, tu vois, genre le mec qui allait dans Kirel le parquet, le capitalisme un peu à l'ancienne, tu vois. Donc en fait, moi j'ai commencé à démarcher comme, enfin en fait je savais pas comment faire, tu vois. Donc je commençais avec des tableurs Excel que je m'étais fait et je contactais les infirmières une à une. Donc ça c'était, je sais pas si c'était une galère, mais tu vois, c'était un truc nouveau pour moi. Il fallait taper dans le dur, il fallait se prendre des vents, il fallait se faire traiter de merde, il fallait continuer. Et alors je sais pas si je suis un peu maso, mais moi ça m'excitait encore plus, quoi. Je me disais, ok, elle m'a dit non, vas-y, je vais la rappeler 3 fois, en fait, tu vois. Et, enfin, bon, en l'occurrence, quand c'était non, c'est non, tu vois, genre, si la meuf, elle t'a envoyé chier, qu'elle te raccroche la gueule, bon, ça sert à rien de la rappeler derrière, tu vois. Mais en tout cas, pour te dire, dans l'idée, de se dire, ok, il faut pas se décourager. Et en fait, bah, j'ai un listing de 1500 infirmiers. Bon, bah, si j'abandonne au bout de, tu vois, le 10e mec ou la 10e nana qui m'a dit, non, allez vous faire foutre, bon, bah, non, de toute façon, je me suis laissé 6 mois. Donc pendant 6 mois, il faut que tu déroules ce listing-là, que tu fasses ce que tu as à faire. Et après, ouais, si ça marche pas, tu en tireras les conclusions. Donc c'est une première galère, si tu veux. Je dirais pas galère, c'est plutôt une première expérience de la vente, quoi. Et sinon ensuite, pour te répondre sur les galères, bah, c'est des clients qui sont trop exigeants, c'est des clients qui te payent pas, c'est des clients qui te plantent, c'est des clients qui sont de mauvaise foi. Côté salarié, bah, c'est la difficulté de trouver des gens de confiance, les emmener avec toi, les galvaniser, découvrir ce que c'est que l'amitié présumée slash la réalité. Et tu sais, à l'époque, on parlait beaucoup, enfin, en tout cas, à mon niveau, quoi. On disait, oui, le business, c'est la famille, etc. Non, le business, c'est une équipe de sport et chacun, c'est à son poste. Le mec ou la nana qui est là pour buter, elle est là pour buter, quoi. Et si elle bute pas, on la remplace. Il n'y a pas d'affect. Et c'est ça qui est dur, en fait, dans l'entrepreneuriat et dans le business. Souvent, les gens, ils disaient un truc que je comprenais pas. Ils disaient, ouais, l'entreprise, c'est une aventure humaine. Et tu vois, je trouve que c'était vraiment une phrase, vraiment, une tarte à la crème, qui veut rien dire. Et en fait, j'ai compris. C'est évident, tu vois, mais en fait, l'entreprise, c'est une aventure humaine. C'est fait de gens qui s'associent, qui collaborent ensemble. Et en fait, par définition, on n'est pas des robots. Et donc, c'est ça qui est dur. C'est que dire au mec qui bute plus, tu dégages. Mais en fait, le mec, il va dire, comment ça, je dégage? Non, c'est pas exactement vrai. J'ai quand même un peu buté. Et puis d'abord c'est de ta faute parce que du coup dans l'équipe il y a que des tocards. Ou du coup tu ne nous payes pas assez. Ou tu nous payes trop, mais c'est pas ça le problème. Enfin, tu vois. Et au niveau de la dernière phase, la phase d'exit, est-ce qu'il y a des galères? Est-ce que c'est une promenade au parc? Comment tu l'as vécu? Et sur la vente, la galère ça a été. Je pense que j'aurais dû m'entourer, tu vois, d'un banquier. Enfin c'est pas nouveau, il n'y a pas que moi qui dis ça, mais le banquier l'intérêt qu'il a, au-delà du fait qu'il va structurer le deal, machin et tout, c'est qu'en fait il donne du rythme. Et du rythme de façon indépendante, neutre si je puis dire. Toi t'as beau donner du rythme, relancer, machin, c'est pas pareil, tu vois.
c'est pas pareil parce que le fait que ça soit un tiers, justement, on neutralise la demande ou la relance, alors que quand c'est toi qui le fais, il y a trop d'affect, donc c'est toujours mieux, je pense, d'avoir un intermédiaire. Un peu comme si t'avais un locataire, que t'es le propriétaire, le locataire, il va t'appeler, il va te casser les couilles, ah oui, c'est à vous, Armel, de changer la vitre et machin et tout, en fait, toi, t'en sais rien, tu vas regarder, machin et tout. Alors que si c'est un mec, ou une nana, qui gère pour toi l'appart, déjà, naturellement, le locataire, il va moins appeler quand même. Et quand il va appeler, en fait, si l'intermédiaire dit, bah, non, écoutez, monsieur, la vitre, vous l'avez cassée, ça vous l'a remplacée, c'est plus sain, tu vois. Tu vois, je sais pas, enfin, on pourrait réfléchir à pourquoi, mais il y a plein de trucs comme ça dans la vie où c'est toujours plus sain quand c'est un intermédiaire, quand c'est un tiers qui vient faire preuve tu vois, office de médiateur ou... C'est quoi pour toi le risque? Est-ce que tu peux nous donner ta définition de ce que c'est le risque? Bah, c'est marrant parce que, bah, tu sais, depuis 2 mois, j'ai lancé l'Exit Club qui est, du coup, une communauté d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte à partir d'1 million d'euros. C'est un truc que j'aurais aimé avoir, moi, quand j'ai vendu ma boîte, tu vas retrouver des pairs avec qui échanger sur, bon, l'aspect financier, fiscalité, mais aussi sur l'aspect plus psychologique, tu vois, et même existentiel. Quand t'as vendu ta boîte, 10, 20, 100 bars, ta vie, elle change parce que t'as de l'argent, mais en fait, ta vie, elle change parce qu'en fait, tu te demandes ce que tu vas faire maintenant. Toi, en tant qu'individu, genre concrètement, ok, est-ce que je relance un biz, est-ce que machin, mais tu te demandes, toi, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, tu vois, c'est quoi notre place sur Terre? Ce qu'on fait maintenant, et qu'on a vendu, machin, on est content, etc. Mais en fait, pourquoi on fait ça? Enfin, pourquoi on vit? Pourquoi la vie? Enfin, tu vois, genre, c'est un peu des questions à la con, mais c'est dingue le nombre de gens qui ont vendu leur boîte, qui se retrouvent du coup dans des introspections, à faire leurs introspections. Et t'as des gens qui sombrent aussi dans la dépression sévère, tu vois. Moi, j'ai pas été diagnostiqué comme ça, mais je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Il y a une sorte d'angoisse latente, et tu peux pas savoir le nombre de gens. Et du coup, je commence un peu à en parler, notamment via le club, tu vois. Mais le nombre de gens, mais successful, tu vois, qui ont vendu leur boîte des dizaines de millions d'euros. Ils me disent, ouais, je prends des antidépresseurs, je suis pas bien, j'ai des symptômes physiques, enfin, incompréhensible, tu vois. Et en fait, c'est dingue. Bon, après, c'est tout ce qui touche à la santé mentale et il n'y a pas besoin d'être entrepreneur qui ont exit pour vivre une souffrance mentale. Mais en tout cas, aujourd'hui, ici, c'est ce qui nous intéresse. C'est moi, le sujet que je traite, en tout cas, c'est un sujet que je connais, et, enfin, que j'ai touché du doigt et qui concerne du coup les entrepreneurs. Et en fait, c'est dingue. Et donc, pour te répondre, en tout cas, moi, j'ai pas vécu trop de difficultés sur le moment au niveau de la vente. C'est plutôt après, je pense. Après, je rencontre des mecs, aucun souci, quoi. Ok, top, j'ai vendu, je suis content, je passe à autre chose, je fais le tour du monde, je fais plus rien. Mais quand même, il y a des chiffres, après, c'est très peu traité, donc, mais t'as des stats, t'as des gens qui, enfin, tu vois, je disais un truc qui disait que 7 entrepreneurs sur 10 étaient en dépression, mais pas une déprime passagère, tu vois, un vrai truc. Genre vraiment malade, quoi, au sens, tu vois. Et je te dis, je rencontre des gens qui me disent qu'ils prennent des antidépresseurs, qui sont allés voir plein de médecins, qui prennent pas ce qu'ils ont, qui pensaient qu'ils avaient des cancers, que, enfin, tu vois, ils étaient pas bien physiquement, tu vois. En fait, c'est dans leur tête. Tu dirais que c'est quoi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et surtout pourquoi tu les as pris? Bah, pour terminer sur le risque, c'est marrant parce qu'on parlait de ça justement avec des membres de l'Exit Club, c'est que finalement, en tant qu'entrepreneur, on dit souvent, ouais, les entrepreneurs, ils aiment le risque, etc. Mais c'est marrant, en tout cas, on était 20, donc là, c'est génial, je suis trop content. On est 140 membres, ça prend super bien, les gens se parlent, il y a plein de choses qui se créent, enfin, il y a beaucoup de valeur, j'adore. Et on a fait un premier event, tu vois, genre on était 20. Et en tout cas, autour de la table, la plupart des gens étaient en mode, mais en fait, moi, je déteste le risque. Et c'était marrant, tu vois, parce que et on se faisait la réflexion, tu vois, on avait, enfin, en tout cas, moi, je n'avais jamais intellectualisé le truc, tu vois. Et c'est vrai qu'on dit souvent que les entrepreneurs adorent le risque, machin. Alors oui, après, peut-être qu'on est un peu comme ça, on fait un peu les sophistiqués à dire, ah, on n'aime pas le risque. Bon, si on aimait vraiment pas le risque, on aurait pris un taf salarié, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même un truc à se dire, bah non, en tant qu'entrepreneur, on veut prendre le moins de risques possible, quoi.
On peut pas se foirer, tu vois, en termes de temps, en termes d'argent. Donc non, pour te répondre, le risque, non, franchement, il y a aucun risque à prendre. En fait, le seul risque, c'est plus t'attends. Tu sais, et les gens souvent disent, ouais, j'entreprendrai plus tard, à 25 ans, à 30 ans, à 35, à 40. En fait, tu le fais jamais. Enfin, ou du moins, plus t'avances en âge, plus t'as de raisons valables de pas entreprendre. T'as un enfant, puis deux, puis la résidence secondaire, puis tu te maries, puis truc, puis machin. Enfin, en fait, t'as de moins en moins, ou plutôt, t'as de plus en plus d'arguments valables. Si tu regardes ton parcours, est-ce que tu penses que tu as commis une grosse erreur et si oui, qu'est-ce que tu en retiens? Je pense de pas m'être assez entouré, en fait. Tu vois, même ne serait-ce que de mentors, tu vois, pas forcément en termes de collaborateurs, mais genre de mentors, de gens, et en même temps, j'ai envie de te dire ça, mais en même temps, j'ai envie de te dire que c'est dans ma nature, quoi. Tu sais, je suis un peu tête brûlée, je prends mes infos à droite à gauche et puis j'y vais, tu vois. Mais peut-être je gagnerais parfois à mettre pas de l'eau dans mon vin, mais enfin plutôt, quoi, à tempérer. Et à me dire, bon, attends, laisse-toi 2, 3 jours, et puis, ou alors, retourne voir cette personne qui te conseille. Parce que tu sens qu'en fait, il a touché un truc, et il a raison, en fait. Bref, je te réponds en une phrase. J'aurais dû, je pense, m'entourer davantage et moins peut-être prendre de décisions à chaud. Mais encore une fois, c'est facile à dire parce que non seulement bon, enfin, il faut jamais rien regretter. Enfin bon, enfin, sauf si t'as écrasé quelqu'un et tu vois ce que je veux dire, genre si t'as fait un truc, une faute morale, oui, là, je pense qu'il faut faire preuve bon, t'as compris, mais Oui, oui, oui. Si on en revient à toi, qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Comment est-ce que tu puises ta motivation dans des moments qui sont difficiles? moi, je regarde toujours mon why tous les matins. Non, je dis ça en plus en déconnant parce que c'est vachement important. Bon, le why, c'est Nietzsche qui a le premier parlé de ça, je crois. Et en fait, enfin, on n'est pas obligé de dire why, on peut dire moteur, on peut dire drive. Il faut trouver son moteur. Et moi, c'est ma perception des choses, mais j'ai sûrement tort. Et j'ai l'impression quand même que les meilleurs entrepreneurs sont des gens qui ont été traumatisés et qui ont besoin tu vois, qui ont un désir de revanche social, affectif, financier, peu importe. Et ça, je pense que c'est très important d'identifier son moteur. Mes parents n'ont jamais cru en moi. Les maîtresses étaient méchants avec moi. Les profs ont toujours considéré que j'étais mauvais. C'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout. L'important, c'est que toi, comment tu l'as vécu. Peut-être que c'est pas vrai, en fait. Les maîtresses étaient pas si méchantes que ça avec toi. Et peut-être que les profs étaient pas si méprisants que ça avec toi. Mais c'est pas grave. Tu l'as ressenti comme ça. Par contre, il faut l'identifier très tôt. Ça, c'est ton moteur. Ton why. On parle beaucoup de why. Bon, on peut parler de moteur, c'est plus simple. Moi, mon why, c'est guérir. J'ai des muscles. Il y a des trucs qui sont en train d'être découverts, des trucs de malade mentale. Il faut de l'argent. C'est ça un peu, tu vois, mon big why, quoi. Après, j'ai un petit why. C'est vivre au quotidien comme une personne valide. Toi, tu prends le métro. Moi, je peux pas prendre le métro. J'ai besoin d'aller d'un point A à un point B. Si je veux avoir exactement la même liberté que toi, il me faut un chauffeur. Tac, il est là, bam, je prends le chauffeur. En 20 minutes, je suis chez toi. En 20 minutes, je suis dans tes bureaux. En 20 minutes, je suis dans le restaurant. Enfin, peu importe. Et ça, bon, ça coûte de l'argent, tu vois. Donc ça, c'est un petit why. C'est vivre simplement comme une personne valide, être aussi autonome qu'une personne valide. Et une fois que tu as trouvé ton moteur, grand, petit, il faut trouver une problématique à laquelle tu vas répondre. Ça peut être en rapport avec ton why ou pas du tout. Tu peux genre travailler dans un cabinet comptable et te rendre compte que en fait la gestion des payes c'est un enfer et qu'il y a pas vraiment de logiciel qui existe et tu crées Payfit. Je sais pas si je crois pas que ce soit leur histoire, mais tu vois, on pourrait imaginer. Bon, tu vois, c'est un moteur qui n'a rien à voir avec ton why personnel et parfois ça peut être un why qui est dérangeant et dont t'as honte d'ailleurs. Bah, c'est pas grave, garde-le pour toi. Enfin, pour moi, il y a vraiment ces deux étapes. Un, identifier ton moteur et deux, ensuite, trouver la problématique à laquelle tu vas répondre. Et le mieux,
c'est un truc que t'as rencontré toi-même, évidemment. Mais tu vois, t'as des gens qui me disent, bah non, tu crois que Sam Altman, il a un why, bah, bon, je sais pas. Et puis, t'as des gens qui me disent, ah, mais tu crois que, je sais pas si c'est le cas à nouveau, hein. Tu crois que les fondateurs de Payfit, ils en avaient quelque chose à branler de la paye, ils ont juste vu qu'il y a une opportunité et tout. Bon. Peut-être. Mais j'ai quand même l'impression que souvent, quand t'as un moteur, et deux, une problématique que t'as rencontrée toi-même, c'est mieux. Ça marche. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? D'être heureux. Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner? Ça semble, quand tu le dis comme ça, on dirait une forme d'injonction. Bah ouais, je crois que c'est quand même le but de la vie. Et ça peut être ça peut être ça peut être un moteur, hein, ça peut être ton why. Après, c'est vraiment un why très très général, là, pour le coup. Enfin, très, mais bon, ça peut te permettre de dire, de te guider, tu vois. Et de dire, ok, bah, moi, dans la vie, je fais que les trucs qui me rendent heureux. Donc, dès que ça me fait chier, dès que c'est un super, oh, je le fais pas. Bon. Mais oui, je crois que c'est un bon conseil. D'être heureux, d'être optimiste, d'être dans l'action. Ouais, si je veux faire un résumé, c'est être heureux, être dans l'action. Et quel conseil est-ce que toi, tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Identifier son moteur. C'est quoi ton moteur? C'est quoi qui te révolte? C'est quoi qui t'a traumatisé? C'est quoi ton aspiration la plus profonde? Est-ce que t'as envie de guérir? T'as envie de montrer au monde que, en fait, t'es pas une merde? T'as envie de montrer au monde que, je sais pas, on t'a méprisé, t'étais victimisé à l'école, t'as envie de te venger, t'as envie de, et c'est pas grave, parfois peut-être ça peut être, tu sais, les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais c'est pas sain. Si, c'est sain. C'est quoi qui t'a vénère de ouf? C'est quoi qui te prend aux tripes, tu vois? Et deux, pour trouver le business dans lequel tu veux aller, bah, le mieux, c'est identifier une problématique que t'as rencontrée toi au quotidien. Et si c'est pas le cas, si tu vois rien, bah, essaye de découvrir une problématique. Donc ça, c'est quoi? C'est en parlant aux gens, en étant curieux. T'as un plombier qui vient chez toi, tu lui demandes comment il fait pour travailler, est-ce qu'il utilise une app pour faire ses devis? Ah non, il galère sur un Excel. Bon, est-ce qu'il y a des apps pour plombier? Tac, tu parles, enfin, c'est rien. À ta gardienne, elle galère à coller le syndic. Enfin, tu vois, il faut être curieux, quoi. T'es à un dîner, bah, pose des questions. Que le mec soit banquier, plombier, l'idée, c'est d'être curieux, quoi. Et tu vas découvrir peut-être une problématique d'un business. Et tu vas te dire, en l'occurrence, ça existe sûrement, hein, mais tu vas te dire, ah, mais peut-être il y a un truc à faire pour les plombiers. Les mecs, ils galèrent, ils ont pas le temps, il faut que ça aille vite. On fait une app simple, là, ils mettent leur devis, leur facture, ils recueillent les feedbacks, tu vois. Ça existe, hein, il doit y en avoir 50 000, hein. Mais c'est une idée, quoi. Comment tu vois les choses pour les 5 à 10 prochaines années? Bon, évidemment, l'impact de l'IA va être magnifique dans plein de domaines, que ce soit la science, que ce soit le business, que ce soit... T'imagines ce qu'on va pouvoir faire, c'est incroyable. En termes de traitement de données, j'espère en termes d'administratif, et donc en termes d'administration de l'État. Bon, j'en suis pas convaincu, malheureusement. C'est trop lourd, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de masse salariale, il faudrait dégager les gens, enfin, ou tu vois, le fait de mettre de l'IA en place, en fait, on va trop voir que les gens, ils servent à rien, enfin. Et donc, évidemment, l'impact de l'IA, je pense qu'il y a aussi, hein, que les inégalités vont se creuser, tu vois, entre les gens qui seront en capacité de manier, tu vois, l'IA, et en fait, on va entrer dans une société qui va être ultra spécialisée. Tous les gens qui faisaient, enfin, c'est horrible ce que je dis, mais t'as des métiers un peu de merde, un peu par défaut. En fait, ça n'existera pas parce que ça n'existera plus, parce que ce sera automatisé. Bon, après, on a dit ça il y a 100 ans aussi, on a dit ça il y a 200 ans aussi, hein, tu vois. Et pourtant, il y a eu des nouveaux métiers de merde qui sont créés. Enfin, tu comprends quand je dis ça avec beaucoup de respect pour les gens qui les font, mais tu vois, quand je dis métier de merde, c'est métier que tu fais par défaut, qui n'est pas spécialisé. Et donc, c'était il y a 100 ans, les gens qui changeaient les roues des calèches. Aujourd'hui, c'est les caissiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, demain, ce sera peut-être les gens qui seront là à nettoyer les entrepôts de serveurs, mais il faudra le faire d'une certaine façon parce que, tu vois. Mais je me dis qu'on va entrer dans une société, tu vois, ultra spécialisée,
Mais j'espère qu'on arrivera à utiliser l'IA pour faire en sorte que les gens, vivent tous bien avec peut-être un seuil minimum de décent et qu'on puisse surtout aller aider les autres, quoi. Parce que tu vois, en France, on est quand même assez bien lotis. Mais quand je vois, tu vois, en fait, il y a un truc qui me rend ouf, quoi. Je voyais les chiffres, tu vois, des enfants qui meurent de famine en Afrique notamment. Comment c'est possible, tu vois? Et donc là, je parle comme un putain de bobo impact et compagnie. Et tu me poses une question sur le futur, et donc on prend un peu de hauteur. Moi, j'adore l'argent, je suis très business, je suis très capitaliste et tout, donc c'est justement pour ça que je gagne de l'argent pour, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, financer la recherche, mais peut-être aussi investir dans d'autres sujets. Tu vois, notamment ce sujet de la famine. Enfin, je me dis, mais putain, et j'adore ça. J'adore les nigiri, mais ok, on est en train de se la raconter grave à payer 300 balles pour un menu, tu vois, au Jap ou hier dans un resto. Bref, n'importe quoi, tu vois. Et je dis ça là, je suis complètement démago. Hein. Et bref, t'as compris. Futur, IA, creusement d'inégalités, et on espère quand même qu'avec l'IA, on essaie de compenser, de réduire en tout cas ces inégalités. Ok. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? J'adore le business parce que c'est le seul domaine, en tout cas que je connaisse, où tu arrives à une vérité absolue. Où tu peux atteindre une certaine vérité absolue. Enfin, c'est même pas une certaine, c'est une vérité absolue, à savoir, le client il paye, t'as gagné, le client il paye pas, t'as tort. Et en fait, la vie, elle est tellement compliquée, t'as jamais de réponse noir-blanc. Tu vois, genre, oui, non, c'est très rare, quoi. C'est tellement compliqué, les relations humaines, l'amour, l'amitié, la vie, pourquoi on est là. Bon. Le business, c'est simple. Tu fais du chiffre d'affaires ou t'en fais pas. Et c'est ça que j'adore, en fait. Entre autres choses. Dans le business, mais tu vois, c'est cette capacité à atteindre une certaine forme de vérité absolue et être un peu comme des dieux. Hein, peut-être je suis complètement mégalo, hein, mais genre, et ça, j'en ai déjà parlé, tu vois, avec des gens. Et en fait, c'est ça, tu vois. Un peu comme Dieu, en fait. Ok, ça marche pas. T'as eu raison, en tout cas, à un moment donné de l'humanité, tu vois. Vendre une Tesla il y a 50 ans, ça marche pas. Enfin, tu vois, Uber Eats, Deliveroo, tu vois, il y avait plein de boîtes qui s'étaient lancées dans les années 90. Et ça n'a pas marché. Enfin, ça a boomé de ouf et après, ça s'est cassé la gueule. Mais en tout cas, à un moment donné, t'as raison. Après, tu pourrais me dire, oui, dans un système capitaliste, t'as raison. Et dans ce cas-là, on peut tout remettre en cause. Mais c'est ça aussi qui est passionnant dans la vie, c'est de pouvoir se remettre en question, se remettre en cause. Mais bon, bref, on en reparlera une autre fois. Quelle est, pour terminer, la question que je t'ai pas posée et que t'aurais aimé que je te pose? Ouais, c'est intéressant comme question, ça. Ouais, c'est une question qui amène à une réponse méga égotique, non? C'est comme tu veux. Ah oui, c'est horrible, parce qu'en fait, j'allais te demander, mais du coup, comme je sais la réponse, ça fait encore plus mégalo, tu vois. Et en fait, j'allais te demander en vrai, mais c'est ce que je t'ai demandé en introduction, enfin, avant qu'on commence l'interview. Pourquoi tu m'interviews moi, alors que le sujet, c'est outdoor, donc c'était plutôt sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le business, enfin, ou avec mes centres d'intérêt, quoi. Et donc, je vais répondre qui est, c'est mon podcast et je fais bien ce que je veux. Et ça, c'est super. Merci beaucoup, Louis Debouzy, fondateur d'Amabilis, animateur du super podcast que je vous invite à écouter, Cut the Crap, et fondateur de l'Exit Club, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que plus tu attends pour entreprendre dans un projet, plus tu as de bonnes raisons de ne pas te lancer. Alors comme disait Michel Blanc, vas-y, fonce et oublie que t'as aucune chance. Le deuxième point, c'est que le business, c'est pas vraiment une famille, c'est plutôt une équipe de sport avec des individualités qui doivent performer ensemble. Le troisième point, c'est que dans le cadre de certaines négociations, faire appel à un tiers neutre peut être particulièrement utile pour donner du rythme et dépassionner les débats.
Le 4e point, c'est les quelques conseils de Louis Debbouzy. Le premier, trouvez-vous un moteur puissant, y compris s'il vous fait honte. Cela peut être un désir de revanche, par exemple, une revanche sociale ou morale ou matérielle. Le 2e conseil, définissez ensuite un problème à résoudre, idéalement que vous avez rencontré dans votre quotidien. Ensuite, entourez-vous de mentors. Et enfin, son 4e conseil, soyez optimiste et curieux. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.